fais pas trop gros dans l'affaire. Putain, moi aussi, t'as raison. Ah là là, c'est qu'on est des vieux, c'est qu'on est des vieux. Bah oui, c'est la bedaine. Alors on fait toujours de l'attraction, c'est marqué dans le bouquin. Bon, oui, allez, on y va. Ma barre, elle est juste au-dessus de mon bureau, enfin à la porte d'entrée de mon bureau. Moi, la barre est tous les matins dans mon lit. Voilà, d'accord. Alors. Ok, ça commence très bien l'interview. On y va, monsieur Vincent Lauvergne ? D'accord, vous voulez, cher ami. Ah, mais quelle joie de vous revoir, Vincent Lauvergne. Je joue bien ça, hein ? Très bien, enchanté de même. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, mais j'ai gardé la même chemise. T'as vieilli un peu. Je te remercie beaucoup. Moi, je dis rien. Grisonnant, Physiquement, je dis rien, mais... Moi, je vieillis pas. Non, non, il y a sûrement un truc. Oui. Vincent Lauvergne, alors, sur la route, je me suis dit, je suis bien content de le revoir. Puis après, je me suis dit, mais pourquoi je le revois ? Parce que c'était assez intense, notre discussion en 2012, et puis quelques mois plus tard, en 2013. C'est qu'il tape sur la religion catholique, pas que d'ailleurs. Il tape sur tout le monde, je crois que... Voilà, oui. Et c'est que, bon, Jésus-Christ ne le voit pas exactement comme moi je le vois. Et je me suis dit, je suis peut-être maso. Ou alors je suis peut-être sado, parce que j'en envoie aussi. Hein. Oui. Bref, on a un duo fabuleux. Et je suis heureux de retrouver Vincent Lauvergne. On va pouvoir faire des tournées en plus. On va faire de grands shows. Oui, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Surtout à l'île de la Réunion, éventuellement. Par exemple. Toc, ça c'est lancé. Non, bien. Attends, petit A, l'île de la Réunion. Alors, Yann Eric et Vincent Lauvergne pour l'élévation. Et toc de secondo, si vous voulez que je change de chemise au bout de 5 ans, vous allez sur PayPal, le compte PayPal d'élévation, puis vous envoyez des sous. Peut-être que je changerai de chemise. Je suis heureux, donc ça se voit, car est sorti aux éditions Trajectoire La magie des égrégores. Est sorti chez Alliance Magique un autre livre, dont je vous laisse le soin de donner le titre d'ailleurs. Astrologie magique, manuel pratique d'astrologie magique. Moi, ça fait 28 ans que j'étudie l'astrologie. J'ai commencé l'astrologie avec une élève de l'astrologue Hadès, qui est très connue en fait, qui a écrit des dizaines d'ouvrages sur l'astrologie. Et au fur et à mesure des années, j'ai récolté comme ça, je dois avoir pas loin de 500 ouvrages d'astrologie à la maison, dans ces eaux-là, oui. Et ça, quand tu t'intéresses à un sujet, tu t'intéresses à fond. Et au fur et à mesure de mes découvertes, puisque j'aime bien me rapprocher toujours de la source des ouvrages les plus anciens, je me suis aperçu notamment que l'astrologie telle qu'on l'enseigne en Occident aujourd'hui est faussée. Depuis à peu près entre le XIIe et le XVe siècle, on a bifurqué, on va dire, en se calant sur les croyances de l'époque par rapport à la position de la Terre. Et, c'est à cause de qui ça ? C'est pas à cause des catholiques, ça, cette histoire que le soleil... Je n'ai rien dit. Je l'ai vu. Non, c'est vrai, j'ai rien dit. T'es pas passé par là. Bon, voilà. J'ai rien dit. Néanmoins. Parce qu'après, je me fais accuser de taper. Voilà. Et bref, donc par contre, vu que l'astrologie, elle est née en fait en Mésopotamie, ensuite elle s'est diffusée par les routes commerciales en Inde et en Occident. En Inde, où ils n'ont pas eu de problème de diffusion, on va dire. Tu vois, je reste très, très soft. Hein, t'en reviens pas. Je sais que tu essayes de me faire dire ce que je veux. Oui, je pense. Ce que tu as écrit. Note. Oui, enfin, non, c'est pas moi. Et donc, en Inde, on a gardé une astrologie qui définit la position réelle des étoiles, alors que chez nous, c'est la position pas réelle des étoiles. Il y a 2 termes, c'est l'astrologie sidérale et tropicale. Voilà. Bon. Et toi, tu es plus branché sidérale. En fait, pour moi, je m'intéresse à la position réelle des planètes au moment de la naissance. Tu es sidérant comme garçon de toute façon, et tu es effectivement historien de l'ancien savoir. Enfin, tu te plonges, tu es un chercheur, tu te présentes comme tel, de l'ésotérisme et de l'ancien savoir, disais-je. Et d'ailleurs, tu préfères faire des thèmes astrologiques au carré et pas le rond qu'on a l'habitude de voir. Voilà, je reviens en fait au système ancien. Toujours, j'aime bien me rapprocher toujours de la source. Sachant que le système d'interprétation avec les maisons en astrologie est tiré de ce qu'on a appelé l'astrologie de la Terre, de la géomancie, à une époque où, dans l'Antiquité grecque, où on a eu une nouvelle classe sociale qui s'est constituée. C'était la classe des commerçants, si tu veux, qui était ni les nobles ou la royauté très riche, ni les agriculteurs très pauvres. Et donc, ils voulaient se rapprocher. En fait, c'était la bourgeoisie. La bourgeoisie est née en Grèce. Et cette bourgeoisie-là a voulu faire comme les princes et les nobles, c'est-à-dire avoir des astrologues attitrés. Et il fallait donc, à une époque où l'astrologie était destinée essentiellement à prévoir une guerre, par exemple, ou un mariage princier, ou quelque chose donc qui engageait le pays tout entier, il fallait en fait adapter ces étoiles aux gens.
finalement à la personnalité. Et c'est comme ça qu'est né le système de domification, c'est-à-dire qu'on a fait un découpage comme on retrouve en géomancie. Et en géomancie, c'est les petits points qui tombent dans les cases, tu vois, et en astrologie, les petits points sont représentés par les planètes. Comme vous parlez bien. Merci. Je vais vite pour le livre, je vais vite néanmoins. Donc il y a tout un historique et tout un choix d'une certaine forme d'astrologie. Et ce n'est pas de l'astrologie psychologique qui t'intéresse, c'est de l'astrologie qui est liée à l'énergétique des planètes, la position énergétique, enfin la position des planètes, et donc le courant énergétique qui passerait du fin fond de l'univers. Alors c'est marqué dans le livre, un courant, nous les sages, les mages, nous savons qu'il y a un courant qui passe à travers tout du fin fond de l'univers. J'ai pas dit ça exactement comme ça. J'ai noté, je peux retrouver pas nous les sages. Non, mais du fin fond de l'univers. Et donc c'est mon interprétation. Donc ce que tu appelles Dieu. Non, c'est pas ça. Ah, je vais t'étonner. Ce que tu appelles Dieu. Pour toi, c'est une énergie qui vient. Voilà. Mais alors, donc, pour moi, il y a une source, on va dire. C'est le fin fond de l'univers qui m'intéresse. Tu vois, c'est pas. J'ai pas été jusqu'au Donc l'univers a un fond. Ben, je sais pas, en fait. J'ai pas été jusque-là, mais disons que Je suis étonné qu'on voit une direction de l'énergie, Dieu, si tu veux. Ouais, c'est pas tant une direction. Disons qu'elle prend une direction à partir du moment où elle rentre dans notre système solaire, si tu veux. C'est de la manière dont on est tous baignés dans cette énergie, si tu veux. Oui. Et la façon dont nous, dans notre système solaire, elle se répercute, tu sais, c'est comme une bille de flipper, tu vois, qui va cogner sur les trucs. Et ben, c'est un petit peu pareil. C'est ce qu'on va retrouver dans une interprétation de l'arbre de la Kabbale, par exemple, avec cette descente de l'énergie, tu vois, qui suit un cycle planétaire, finalement, et qui arrive finalement sur la Terre. Donc, je préfère personnellement ce contexte que l'énergie est partout et n'a pas une seule direction et vient du fin fond de la si tu veux, c'est une façon, voilà, de montrer, de symboliser un petit peu le truc. Montrer les influences des planètes. La source, on la connaît pas. D'accord. Voilà, la source, on la connaît pas, et dans notre système solaire, en fait, ça s'imbrique de cette façon. Les influences des différentes planètes étant associées dans cette trajectoire qui se répercute. En gros, c'est plutôt les rayons du soleil qui pourraient donner cette énergie, tout simplement. Non, puisque pour les anciens, le soleil fait partie alors pas des planètes, puisqu'on avait 5 planètes et 2 luminaires. Oui, 2 luminaires. Soleil et Lune. On en a déjà parlé dans les 2 précédentes interventions. Je t'avais titillé en disant qu'il y a plus que cette planète. Tu m'avais répondu, on ne va pas y revenir. C'est écrit de nouveau dans ce livre. C'est bon, il y a 2 luminaires, la Lune, le Soleil et les planètes. Voilà, les 5 planètes principales. Qui pourrait donc donner quelques influences supplémentaires. Alors, l'avantage de l'astrologie magique, c'est que c'est magique, c'est-à-dire avec beaucoup d'efforts, car ce n'est pas simple. On pourrait recadrer les mauvaises influences qu'on a eues lors de son thème natal, lors de sa naissance en tout cas. Bon, alors ça, il faut le voir dans le livre. Il y a tout plein de choses à faire, mettre des images symboliques qui représentent des formes énergie, le faire au bon moment, à la bonne heure, etc. Enfin bref, c'est le côté magie habituel qu'on retrouve dans des livres quelque peu obscurs et compliqués. Mais à la base, ça veut dire quoi ? Au moment où on est, on subit les influences planétaires, les positionnements planétaires. Bon, ça c'est un vieux truc, mais quand est-ce qu'on est vraiment ? Est-ce que c'est pas au moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule plutôt ? Alors, au niveau astrologique, si tu veux, la naissance, elle est au moment où tu sors du ventre de ta mère, parce que tant que tu es dans le ventre de ta mère, tu es protégé en quelque sorte des rayonnements. C'est la vision astrologique du truc. C'est la vision astrologique. À partir du moment où tu sors du ventre de ta mère, quelque part, c'est le moment où tu vas devenir indépendant, en fait, du corps maternel. Ça, c'est sûr. Bah oui, mais alors il y a le moment où on sort du ventre de sa maman, il y a un moment où on prend sa première respiration. Il y a un moment où on coupe le cordon. Mais on n'est pas dans un calcul pour faire un thème astrologique, on n'est pas à la minute, on n'est même pas au quart d'heure près, tu vois. Ah oui. Pourtant, c'est tous les quarts d'heure, ça change. Mais quand les astrologues montaient des thèmes et tout ça, ils n'avaient pas la minute près, si tu veux. Ils avaient grosso modo 1 heure, quoi, mais pas 1 minute près. Oui. Donc c'est pas, on n'est pas au quart d'heure près. C'est qu'aujourd'hui, avec nos techniques modernes, on a l'heure et la minute précise, mais réellement. Donc on pourrait être plus précis sur les thèmes astro. Le petit robot. Ça change rien puisque c'est toujours qu'une question de déplacement de planètes par minute. Oui. Et par minute, quasiment toutes les planètes, à part la Lune, ne dépassent pas 1 degré. Oui, donc c'est pas dramatique. Voilà. Faut pas être non plus psychorigide dans l'affaire. Exactement.
Bon, alors, donc, disais-je, c'est un petit peu compliqué, mais au bout d'un moment, on arrive à un carré qu'on fabrique soi-même, un talisman même, qui permettrait de recadrer là où on a péché, parce que Mars n'était pas dans la bonne position quand on est né, quoi, par exemple. Hein, on est moins combatif, alors on recadre la chose avec un talisman. Talisman, alors je vous donne quelques petites précisions. On est page 103, comme le temps passe. Quelques petites précisions, s'il vous plaît. Vincent Lauvergne. Le talisman, il faut l'enfermer dans un sachet rouge. Bon, il faut le plier, le rouler, je sais pas. Il faut le chiffonner. Non, ouais, moi, ce que je fais, en fait, je vais même un peu au-delà, je le plie en 3. Plié en 3. Ouais, mais après, chacun va trouver c'est pas marqué, son... c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué, parce que oui, c'est pareil, je donne les techniques pour les faire, mais après, et c'est le principe de la magie, il faut aussi adapter et personnaliser l'acte magique en lui-même. Oui, mais si on plie en 3, c'est plus fort ou... C'est pas plus fort, c'est ma façon de faire. Bon. Voilà. Et puis, on nous envoie des pétales de fleurs. Des pétales de fleurs tombent, une synchronicité. Et aussi, toujours page 103 pour cette confection de ce talisman, pour recadrer le thème qu'on aurait subi à notre naissance, avec pas mal de grands mots, grandiloquents, choix de noms d'anges qui ne sont pas des anges, mais qui ont un nom quand même. Pouvoir, on appelle ça des mots de pouvoir, en fait. Ça catalyse les énergies. Plein de trucs de sorciers, quoi. Ouais. Bon, alors, il y a aussi, une précision que j'aurais voulu savoir, connaître. D'abord, il faut le porter sur soi, mais l'oublier. Ouais. Bon, on peut l'enlever pour la douche quand même. Tu le mets dans ton portefeuille. Ah oui, pas sur soi, vraiment sur sa peau. Bah non. Non. Bon. Et ça a à faire sur un papier de dessin, style canson, mais surtout pas recyclé. Non. Mais pourquoi ? En fait, c'est comme une empreinte énergétique. Chaque fois que tu vas te poser quelque part, tu vas laisser, comme tu vas laisser des empreintes digitales, tu vas laisser une empreinte énergétique. Et un papier recyclé, on ne sait jamais à quoi il a servi avant. Et même une fois qu'il est lavé et recyclé pour refaire des pages, le problème c'est que s'il a servi à faire un autre talisman par exemple, tu auras toujours cette empreinte. On ne sait pas. À ce point-là. Dans le doute, exactement. Alors, tu as marqué que certaines planètes, comme les dernières qu'on a découvertes, ne sont pas intéressantes parce que plus petites que Saturne, donc de toute façon, donneraient moins d'influence. Et puis, on sait aujourd'hui que les Sumériens les connaissaient, ils les ont jamais utilisés non plus. Et là, tu es en train de me dire que d'une façon infinitésimale, un papier recyclé pourrait changer un peu la donne. Ce qu'on appelle une empreinte énergitique. Alors, ce serait vraiment pas de bol. Entre une planète et un petit bout de papier recyclé. Ouais, non, mais ce serait vraiment pas de bol. Mais imaginons que quelqu'un, je sais pas moi, un grimoire qui aurait servi à faire plein de saloperies, il soit recyclé et il fasse du papier recyclé, il y aura toujours ces énergies-là. D'accord. Et alors, il y a un petit point auquel j'ai du mal à adhérer, si on n'avait qu'un seul. C'est ce que j'allais te dire. Mais au bout d'un moment, c'est tellement compliqué. Il faut prendre une image symbole. Il faut parler à un ange qui n'existe pas parce que c'est pas un ange, mais c'est quand même un nom qui donne une forme, une énergie, etc. En quoi un papier, ma question que je me posais au milieu du livre, c'est en quoi un papier, ce talisman que j'appellerais même un gris-gris, en quoi un papier avec des images, des symboles, et puis des petits plus et des petits moins, et puis des représentations de différentes planètes rééquilibrées, pourrait agir sur mon énergie personnelle, sur ma prédisposition actuelle. Le talisman, c'est un catalyseur d'énergie, si tu veux. C'est pas seulement du papier, le symbole. Il faudrait que je t'explique le fonctionnement du conscient et de l'inconscient. Notamment, l'inconscient, il fonctionne uniquement, son langage, en fait, il est essentiellement symbolique. On y reviendra. Il ne comprend. Parce qu'il y a un schéma dans ce livre-là, avec conscient. Il faut lire celui-là pour comprendre celui-là. Prenez les deux. Prenez les deux. Mais oui. 1 euro. Deux de chaque, peut-être. 1 euro en promo si vous prenez les deux. Non, mais il y a le schéma de l'iceberg, avec le conscient, le subconscient et l'inconscient. Voilà. Alors, donc oui, c'est moi j'ai interrompu. Donc dans l'inconscient et le subconscient. Et donc ton inconscient, il fonctionne essentiellement en langage symbolique, alors que ton conscient, il fonctionne en langage analytique. D'accord ? Pour ton inconscient, le temps n'existe pas. Pour ton conscient, tout est régi justement par le temps. Les deux, ils communiquent pas entre eux. Et justement, le principe même du talisman, en fait, c'est de créer par la forme une intention, si tu veux, qui va communiquer, que ton inconscient va interpréter, va comprendre. Voilà. Et tout ce qui est talismanique, si tu veux, tu as entendu parler des alphabets magiques, des carrés magiques, de toutes ces choses-là, des sauts qu'on va réaliser et tout ça. Tout ça, en fait, c'est des outils qui vont parler à ton inconscient les comprend.
Et comme il les comprend et que c'est lui qui, je dis souvent, c'est lui qui a les vannes, en fait, les robinets des vannes au niveau énergétique, au niveau du changement qui va se passer en toi, eh bien, quand il les comprend, quand on lui envoie le bon message, eh ben, il va ouvrir les vannes. Même si le conscient, justement, il bloque... voilà, le conscient, on s'en fout. Parce que le conscient, c'est un message qui ne lui est pas adressé. Donc lui, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Moi et qui suis un peu qui suis conscient en 2 mots, hein, je suis un bûcheron qu'ici, hein, vraiment. Bon, moi qui suis assez borné dans la chose, c'est quand même, moi, je suis hémisphère pour conscience, c'est hémisphère, ça va être l'hémisphère gauche. Gauche. Je suis à fond hémisphère gauche, moi. Donc c'est sûr que ça marche quand même si moi j'y crois pas, même si je vois ça d'une façon un petit peu... Si tu as lu le livre, ton inconscient s'est imprégné de ce qu'il y avait dedans. Oui, mais si mon conscient dit c'est que Bill faisait tout ça, ça lui parle pas. C'est pas pour lui. Puis c'est pas lui qui a le pouvoir. Bon. Et alors en quoi, néanmoins, si l'inconscient conçoit la chose mieux que mon conscient, ça agit sur mes propres énergies, sur mes propres aptitudes, ce changement potentiel avec un talisman fabriqué grâce à l'astrologie magique aux éditions Alliance Magique. Bravo. En fait, la magie, elle agit toujours de 2 façons différentes. D'une manière environnementale, c'est-à-dire des énergies qui viennent de l'extérieur, et d'une manière personnelle, si tu veux, par rapport à tes énergies propres à ton organisme. D'accord ? Les énergies qui sont propres à ton organisme, c'est ton inconscient qui les gère. C'est d'ailleurs, on dit aussi aujourd'hui que l'inconscient, il gère, enfin je crois que c'est 80-90% des maladies sont psychosomatiques parce qu'elles peuvent être réglées par l'inconscient en fait. Parce qu'elles sont aussi souvent provoquées par lui. C'est exactement la même chose si tu veux. À partir du moment où ton inconscient, il gère les énergies de ton corps, et bien si on lui donne le bon message, ça va lui permettre à lui de faire évoluer les bonnes énergies. Donc ça, c'est toute la partie personnelle. Ensuite, un talisman, c'est un catalyseur, parce qu'à un moment donné, il y a une consécration à un jour et une heure planétaire donnée, si tu veux. Donc ça va être un catalyseur d'une énergie extérieure, environnementale. Et donc c'est l'association des deux qui permet en fait d'avoir, moi je dis souvent, c'est comme si tu avais une pile sur toi d'une énergie spécifique et qui va diffuser comme ça pendant que tu t'en rends pas forcément compte. Même si tu es à l'intérieur en fait. Même si j'y crois pas. Même si tu n'y crois pas. Ça marche mieux si j'y crois pas finalement, non Ça marche mieux si tu n'y penses pas. Oui, si Parce que tu y crois ou que tu y crois pas, si tu y penses tout le temps, ça marchera pas. C'est vrai que l'intention, le fait de créer un talisman, déjà j'ai envie de changer les choses. Que ça marche, ouais, exactement. Bon, alors j'avais donné le mot gris-gris. Est-ce que c'est un gris-gris ? J'appelle pas ça un gris-gris puisqu'il y a une technique, si tu veux, plus importante derrière. Un gris-gris, c'est souvent savoir une technique astrologique et ça se fait pas... Oui, mais dans les gris-gris, il y a un savoir de sorcier aussi. Les gris-gris, ça rassemble souvent plusieurs éléments assez éparpillés. Tu vois, il y a moins de technique. Il y a une intention. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une intention, puis ça frappe aussi l'inconscient. C'est moins personnalisé qu'un thème astrologique, par exemple. Tu vois, le gris-gris, il va pouvoir s'adapter à plusieurs personnes, quoi. Je le sais, tout ce que tu écris, tu ne l'écris pas sans l'avoir testé avant. Donc tu as testé ces changements, ces repositionnements grâce au talisman et les personnes auxquelles tu as fait ce talisman vont mieux, ont changé. Et d'ailleurs Il ne va pas me dire le contraire, non mais vraiment. Ah oui, non seulement oui, ils ont changé, et non seulement depuis, quelques mois, là, j'ai commencé à en proposer aussi sur mon site internet, des talismans compensatoires, ça s'appelle un talisman compensatoire, et depuis que j'ai commencé à en proposer, les demandes vont de manière vraiment exponentielle. Les gens, ils sentent vraiment un changement et c'est assez hallucinant. D'ailleurs, maintenant, je passe le plus clair de mon temps à fabriquer des talismans compensatoires. Donc, t'en fabriques, tant mieux, ça fait marcher le commerce, mais est-ce que ça marche ? Justement, oui. C'est parce que ça marche. T'as des retours ? Oui, j'ai énormément de retours. Ça peut être un phénomène de mode. Non, j'ai énormément de retours et énormément de résultats. Comme, qu'est-ce que je pourrais te dire, des personnes qui sont bloquées au niveau de la Lune, par exemple. La Lune... mais non... On ne dit pas de sexe aujourd'hui, on n'a dit pas ça. La Lune, par exemple, c'est entre autres la planète qui va gérer tout ce qui est... alors, en faiblesse, tout ce qui est problème d'argent, si tu veux. Bon. Et donc, du jour au lendemain, quasiment, les problèmes sont résorbés et il y a un afflux d'argent qui vient en continu.
C'est pas vrai. Je me Et souviens de l'une de mes nombreuses questions idiotes qui suggérait qu'on gagne au loto. Tu m'avais un peu dit, me calme, oh pépère, on joue pas avec ça. Et là, Parce que le loto, c'est du hasard. Mais on pourrait quand même avoir de l'argent. Oui, à partir du moment où ça va compenser, par exemple, quelqu'un qui a un vrai panier percé, qui tout ce qu'il gagne, il le dépense même avant que l'argent n'arrive. Et ben à partir du moment, parce que cette personne-là va avoir une faiblesse justement au niveau de la Lune, qui est censée être la planète du patrimoine en fait de ce que tu vas garder, si tu veux, des richesses que tu vas garder. Et donc en compensant la Lune, la personne d'un seul coup va devenir plus prévoyante, va anticiper les charges, les différentes choses, et va donc économiser de l'argent. Alors qu'avant, ça partait. D'accord. Alors sur cet exemple bien précis, est-ce que vraiment on a besoin de ce talisman? Est-ce que ce n'est pas juste l'intention du patient qui est juste suffisante? Et elle a envie d'économiser, elle a envie d'arrêter d'être un panier percé, et elle prend n'importe quel stratagème extérieur à elle qui va lui permettre de justement se rectifier elle-même. Est-ce que c'est pas juste un bouc émissaire, un ersatz pour faire... Toi qui connais l'hypnose, pour faire marcher le bazar, il faut un déclenchement. Tout ça, c'est une question de croyance, si tu veux, de croyance personnelle. Si ta croyance te dit que c'est simplement un ersatz, moi je dis que c'est simplement une pile énergétique qui va apporter quelque chose. Pour moi, selon ta croyance ou ma croyance, le principal, c'est que le résultat soit là. Bien sûr, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt être sous hypnose pour se recadrer? Ça marche pas forcément tout le temps. Parce que toi qui connais l'hypnose, Ouais. tu me racontais qu'en mettant sous hypnose certains de tes amis, tu avais réussi à les faire devenir quasiment des médiums. Ils voyaient ce que tu étais en train d'écrire de l'autre côté. Et donc, il y a plein de choses intéressantes. Est-ce que c'est pas plutôt ça la clé? Travailler l'inconscient, le subconscient, quel que soit le support. Est-ce que c'est vraiment obligé d'avoir des talismans? Encore une fois, est-ce que ça ne suffit pas d'être... que le patient le veuille d'aller mieux? Il y a plein de gens qui veulent aller mieux, c'est pas pour ça qu'ils y arrivent. Ils ont besoin d'un élément déclencheur. Il va falloir un élément déclencheur, ça sera peut-être un jour la magie, peut-être un jour l'hypnose, peut-être un jour... Pour moi, personnellement, par rapport à l'expérience que j'en ai, comme je te dis tout à l'heure, la magie a une véritable action. Il y a vraiment une énergie, outre le côté inconscient, il y a vraiment quelque chose extérieur qui s'ajoute. Voilà, d'accord. Ça, c'est par rapport à mes ton idée mes propres expériences dans les et tout ça. Exactement. Et que donc on fait appel. Mais après, après tout est question de croyance. Encore une fois, ce que je dis souvent, moi, mes stagiaires notamment, c'est que même si moi je leur apporte des éléments qui vont être techniques, constructifs, vérifiables, avec des sources et tout ça, mais les croyances, en fait, mes croyances, je les impose pas aux autres. Et chacun a ses propres croyances. Donc on est au-delà de la croyance avec ce livre Astrologie magique. On est dans la technique astrologique, on va dire. Et voilà, et en fonction de l'interprétation des croyances de chacun se fera son avis. Mais ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter avant toute chose. Et donc ça marche, tu as expérimenté. Moi j'ai expérimenté et j'en suis très content. Et je suis pas le seul. Je suis très content, le livre est un beau travail déjà. J'ai pratiquement compris le fonctionnement. Pratiquement. C'est compliqué mais les décans, les planètes, les maisons, tout ça. Non, mais c'était très très intéressant pour la première partie. Mais la deuxième, je suis pas convaincu. T'es pas réceptif à la magie. Ouais, non, si. Non, mais je demande qu'à croire, il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas me convaincre un tout petit peu plus? Non, je peux pas aller à l'encontre de tes croyances, encore une fois. Comment tu veux que je te convainque davantage, quoi? Si t'es pas, pour moi, t'es pas réceptif forcément à la magie. Et voilà, je pourrais inventer n'importe quoi si tu veux. Même si je suis pas réceptif à la magie, ça n'empêche pas que ça agisse sur moi. C'est ce que tu me dis. Ah oui, tout à fait. Mais ça, je le crois pas. Enfin, je ne le reçois pas non plus. J'ai bien compris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai pas inventé des prétextes ou des choses pour t'y faire croire. Encore une fois, c'est une question de croyance personnelle. C'est ça qui est important. Ah oui, donc on est dans la croyance là. De tes croyances qui n'y croient pas, si tu veux. Oui. Mes croyances font que j'y crois, tes croyances font que tu n'y crois pas. Est-ce que ça ne me prémunit pas quelque part aussi de ne pas y croire? Je pense pas. Je pense que la meilleure chose que tu as à faire, c'est d'essayer. Oui. Voilà. Oui. Tant que tu n'as pas l'expérience, tu n'auras pas le savoir. Mais voilà, alors tout à fait d'accord, il faut être pragmatique. Néanmoins, il faut trouver le temps pour le faire et puis il faut le lire 3 fois de suite parce que ça c'est compliqué quand même. Si c'est compliqué, il y a des tableaux, il y a des symboles. C'est quand même pas compliqué. Oh là là. On fait ça à l'école. Nous allons enchaîner brillamment sur la magie des égrégores.
ça me fait mal de le dire. Voilà un livre qui vaut son pesant de cacahuètes. Oh là là. Beau travail. Non mais je suis maso aussi. Là, je sens que... Ou alors tu me prépares un truc derrière. Non, beau travail, Vincent Lauvergne, bravo. Je retrouve même un petit peu nos discussions qu'on avait eues dans le livre, tellement que c'est beau. Oui, il y a une synthèse de beaucoup de choses. Oui, ça marque aussi un tournant par rapport à ma façon d'écrire, puisque je ne sais pas si je t'en avais parlé. Non, je prépare un diplôme à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne. Oui. Voilà, donc diplôme de l'EPHE en sciences religieuses, donc c'est un master de recherche. Et par la suite, je devrais préparer un doctorat en anthropologie des religions. Quand je disais qu'il était chercheur. Voilà, en fait c'est ça, c'est l'idée. C'est un sociologue qui m'a contacté et qui m'a poussé à faire ça. Et donc voilà, donc en fait ce livre-là, il marque aussi un tournant dans ma façon d'écrire, ma façon de... c'est ce que tu as dû remarquer en fait de l'un à l'autre si tu veux, et la façon dont j'applique les recherches, etc., etc. Et le style est sympa parce qu'il tutoie le lecteur. Ouais. Hop là. Égrégore, voilà un mot qui est un petit peu à la mode. Il y a des vidéos de Vincent Lauvergne sur YouTube. Il y a une sur les égrégores. Voilà. Ah, ça, on l'entend bien quand on remplit la carafe. Ah, ça, on l'entend bien. Mais il y a aussi d'autres vidéos sur les égrégores, dont un camarade d'Igrège, parce que chrétien, catholique, le moine de la famille Saint-Joseph, qui parle des égrégores. Ah ouais, on fait pas partie du même monde. Ouais. Non, mais c'est vu tout aussi, un peu moins, fortement, et c'est tout aussi intéressant d'avoir différents points de vue. Hein. Donc c'est pour ça qu'en bas de la page, il y a différentes vidéos, et pas que de Vincent Lauvergne. Il y a aussi les sites de Vincent Lauvergne que je vous conseille. Mais dites donc, qu'est-ce que je suis gentil aujourd'hui. C'est là. Ouais, c'est assez bizarre, non, le plaisir de me revoir, je sais pas, ou la chemise peut-être. Je sais pas, c'est ça, oui, l'égrégore de la chemise. J'avais noté que les sites de Vincent Lauvergne était magnifique. Magnifique. Alors, celui qui est je suis sur... pas informaticien. Non, mais celui qui est sur orange.fr, qui est le premier. Ah oui, il date de 98. Il faut avoir des bonnes loupes pour pouvoir voir les choses. Mais quel beau travail. C'est mon premier site internet. Quel beau travail. Et puis le Paracels, voilà, quel beau travail. Boutique, et puis après, sur vincentlauvergne.fr, j'ai mon blog où je poste pas beaucoup de choses parce que j'ai pas beaucoup de temps, en fait, malheureusement. Non, mais bon, quel beau travail. Merci. Alors, le beau travail est aussi ce livre, La magie des égrégores, créer et maîtriser les énergies psychiques collectives. Et je n'irai pas jusqu'à fabriquer mon égrégore, ce qui est une bonne partie du livre. Il y a quand même marqué créer, maîtriser les énergies psychiques collectives. Je ne te suivrai pas dans ce chemin-là, qui est bien précisé, bien commenté, cadré expliqué. Ce qui est intéressant, même si on n'a pas envie de le créer, son égrégore, c'est de comprendre le fonctionnement. Voilà, de voir tout ce savoir qui est distillé grâce à toi. Alors tout le long du livre, tu le vois, j'ai fait plein d'annotations, mais plier les pages, une horreur. T'as écrit sur le livre, moi ça me... Je comprends pas. Aucun respect. Non, aucun respect. Ouais. Mais je les balance pas non plus. C'est le travail de plein de personnes, ce bouquin. Pense à l'imprimeur. Je pense surtout à celui qui tamponne service de presse à toutes les pages. Aussi, c'est un beau travail. C'est un boulot aussi. Non, mais c'est... beau travail. Alors, bon, quand même, les égrégores sont à la mode et à t'écouter, et je te fais confiance, sinon je ne te verrai pas. Merci. Dans le monde de l'invisible, tout ce qui nous entoure est bourré d'entités, c'est un terme comme un autre, mais en fait d'énergie plus ou moins sympathique. Oui. Et le médium se fait avoir quasiment comme les autres. Il y a tout un passage où toi, là, carrément... En fait, tu veux vraiment me flinguer auprès des Non, je veux qu'on progresse. Je veux qu'on progresse. Et sur Élévation, on parle, et je rencontre souvent beaucoup de médiums, et mon idée, et tout en restant catholique, c'est bien les médiums. C'est de pouvoir, grâce à eux, ou grâce à toi, enfin ça j'ai des doutes, pouvoir être certain de la survivance de notre être une fois qu'on est mort. Voilà. Et quel que soit le moyen, le procédé plus ou moins normal, donc paranormal, si on peut avoir une preuve de la survivance de nos êtres chers,
j'en serais très heureux. Donc ça aussi, élévation à chaque fois de s'élever en disant Dieu existe et si on trouvait la preuve, si on a un doute. Et quand on est mort, on continue de vivre, essayons d'en trouver la preuve. Si on a un doute, ce que je n'ai pas, mais ce que j'ai du mal à diffuser. Et en plus, plus tu vieillis, là, tu te rapproches. Et plus ça m'inquiète. Je comprends, voilà, je vois bien ton angoisse. Et le jour où je serai mort, ce qui m'énerve, c'est que je suis pratiquement sûr que je n'arriverai pas à dire à mes congénères, mais encore existants sur Terre, que ça continue de l'autre côté. Non. Et je suis même pratiquement sûr, par expérience, que j'aurai peut-être 2-3 médiums ou autres abrutis qui font de l'écriture automatique qui vont dire que j'ai Yann Eric avec moi et il me dit qu'il faut acheter mon livre parce qu'il me dit... Alors regarde, quand Johnny Hallyday il est mort, tu as eu plusieurs médiums là, qui sont tous fendus d'un message dicté directement par Johnny Hallyday. Alors moi, ce qui me fait assez marrer, c'est que quand tu vois le type de son vivant et quand tu vois le message, tu dis non, c'est pas le même cas. Ça cadre pas. J'ai trouvé la lumière, merci à toi, machin, grâce à toi, je suis passé au-delà avec les enfants. Enfin, tu vois Johnny Hallyday raconter des trucs comme ça. Ouais. Ça me fait beaucoup rire. Il n'y avait même pas à que je suis content. Il n'y avait même pas à que, il n'y avait rien du tout. Mais remarque, même sur français, Terre, rien. Même sur Terre, le nombre de gens qui parlent à sa place maintenant, il y en a un paquet, ouais, c'est ça. Donc ce genre de personnage sur Terre ou dans l'au-delà qui fait parler des morts alors qu'ils n'ont rien dit, bon, je les exècre quand même. Ça fait plaisir. Voilà. Parce qu'en plus, ça nous trompe, et néanmoins, c'est pas parce que c'est des gens qui sont faux, qui profitent de la crédulité ou du malheur de certaines personnes, que la chose n'existe pas pour autant. Bon, donc la recherche continue en ce qui me concerne, et vous le savez, sur Élévation, il y a quand même quelques bons médiums qui m'ont scotché, et avec qui j'ai eu un contact, j'ose l'espérer, direct avec mes défunts. Ce dont est loin d'être certain Vincent Lauvergne, car pour lui... J'ai pas vécu tes expériences. Non, mais bon, le médium pour Vincent Lauvergne est plus un hypersensible qui chope du bas astral qu'autre chose. Ouais, dans une grande majorité de cas. Je dis pas qu'ils sont tous pareils. Et quand on dit le bas astral, c'est des égrégores. C'est des égrégores, ce qu'on appelle des entités de bas astral dans notre jargon. C'est l'équivalent des cafards ou des charognards dans notre monde, si tu veux. Il y a toujours cette notion de bien et de mal que les gens ils ont du mal en fait à dissocier. Le bien, le mal, c'est uniquement une affaire d'humain, en quelque sorte. Dans l'astral, comme dans le monde, dans la vie de tous les jours, quand tu vas avoir des cafards dans ta cuisine, c'est qu'elle est sale et c'est qu'ils bouffent les saloperies que tu as laissées tomber. D'accord. Ça veut dire que l'être humain a une morale, a une conscience et pas les autres ? Tout à fait. C'est purement humain en fait. Le bien, le mal, ça n'existe pas dans la nature. Bah, on est les meilleurs alors. Ça dépend. Ça dépend. Quand un lion il va choper je sais pas, une gazelle ou un truc, il pense pas mal et pourtant il va se diriger vers le bébé parce que il sera plus facile à attraper, ou vers le vieux, ou vers celui qui est un petit peu malade et tout ça. C'est un principe basique général de la nature quoi. Dans l'astral, c'est la même chose. Une entité de base astrale, ça va être l'équivalent d'un animal qui va se nourrir d'énergie humaine, si tu veux, et donc qui va employer tous les subterfuges possibles pour pouvoir en emmagasiner un maximum. Donc il ne faut pas lui en vouloir, cet égrégore, ce bas astral, c'est sa nature. C'est dans sa nature, tout à fait, ouais. Mais c'est pas Dieu qui a tout créé ? Il a créé ça ? Il a tout créé, ouais. Si tu dis qu'il a tout créé, il a tout créé, ouais. Non, je pose la question. Moi, je connais pas personnellement Dieu, en fait. Le truc, non, c'est que... c'est pas vrai. Ouais. Et j'évite souvent de parler des choses que je connais l'énergie divine auquel nous sommes accordés. Toute la création, elle fait partie d'un tout, dans tous les cas. Y compris tout ça en fait partie. Ouais. Toutes les dimensions. Exactement. Y compris cette dimension étrange et mystérieuse. Quand je te dis qu'un lion va s'attaquer à l'animal le plus fragile, généralement, l'entité de base astrale va s'attaquer aux personnes les plus fragiles aussi, que nous, on va appeler les plus sensibles. Oui, enfin, quand le lion s'attaque aux vieux ou aux jeunes malades ou fragiles, bon, c'est pour la nature, quoi. Les vautours, ils nettoient. Enfin, c'est logique. Partie du même cycle. Et là, c'est dans le bas astral. Quel est leur intérêt Eux, ils veulent faire perdre l'être humain. Je l'ai vu, ça, dans le livre. C'est marqué. Ils veulent faire perdre l'être humain. Ils veulent surtout se nourrir. Parce qu'ils sont de notre énergie. Ils sont jaloux de nous. C'est-à-dire la jalousie, c'est des sentiments qui sont purement humains. Non, mais enfin, ils se sentent inférieurs à nous. C'est ça. Ils sont contents de nous détruire. Je dirais même pas qu'ils se sentent inférieurs à nous, encore une fois. Tu m'as fait le coup de l'échelle, nous avons des anges au-dessus de nous, et puis en dessous, c'est eux. Si tu veux, comme dans la savane, tu vas avoir des animaux qui seront bouffés par tout le monde et des animaux qui vont bouffer tout le monde. Oui. C'est exactement la même chose, si tu veux. C'est pas une question de sentiments ou de trucs comme ça, c'est une question d'échelle, effectivement, de hiérarchie.
Et c'est comme ça dans toute chose. Il y a un cycle, si tu veux, qui suit toujours la même progression. Dans les égrégores, donc, il y a de multiples créations, dont certaines qu'on peut faire soi-même grâce à ce livre, aux éditions Trajectoire. Mais il y a aussi, il y a toute une déclinaison de ces différentes... Oui, il y a plein de termes, en fait, qui ont été développés par les occultistes depuis le XVIe siècle jusqu'à maintenant, si tu veux. Et donc, au début, dans les premières pages, tu recadres la chose, tu donnes ta définition de l'égrégore personnel, mais tu donnes la définition d'autres, comme Papus, etc. Et ça met bien... En fait, on revient à l'origine du mot, en fait, et à la création du mot. Et là, je suis tombé sur une photo d'Aleister Crowley. Enfin, c'est un grand malade. J'adore tes commentaires. Il n'y a qu'à voir sur la photo. C'est infernal. C'est un grand malade. Mais c'est un grand malade. C'est pas un grand malade. On ne sait pas ce que tu feras quand toi, tu n'auras plus de cheveux comme lui et que tu vas te mettre à te droguer et à faire des rituels bizarres avec... Je n'en prends pas le chemin. Mais... On ne sait pas. D'un seul coup, tu peux changer. Si je crée un égrégore, je pense que... Une fois que tu vas t'apercevoir que l'église catholique t'a enfumé, paf, tu vas te mettre à te droguer et tu peux devenir le prochain Aleister Crowley. Mais tout ce qu'il a écrit dans sa jeunesse et dans sa façon de chercher, pour moi, c'était quelqu'un qui avait un esprit très moderne finalement, une façon de penser très moderne et qui est sorti du dogmatisme de beaucoup de groupes qu'aujourd'hui on continue de prolonger. Pour moi, la magie, c'est quelque chose qui doit être libre, c'est-à-dire la magie, tu n'es soumis à aucun dogme et à aucun pouvoir entre guillemets religieux. Quelqu'un qui, dans la conclusion même. Tout à fait. Quelqu'un qui va prier telle déesse ou tel dieu, pour moi, c'est pas un magicien, c'est un religieux. Parce qu'il s'associe à une croyance, si tu veux. Le magicien, lui, il peut se servir de toutes les énergies, de toutes les religions, mais sans forcément avoir besoin de croyance, puisqu'il sait que le moteur même de l'énergie, c'est la croyance. Oui, il fait sa propre croyance. Exactement. C'est la liberté. Et ce que Crowley a fait, c'est ça. Si tu veux, en créant son propre système magique, sa propre truc. Bon, sa propre folie. Par la suite, il est rentré dans ce côté... Alors, c'est pareil, il faut remettre les choses dans le contexte où c'était une époque où on trouvait quand même de la morphine assez facilement. Où, ça améliore pas, oui. Voilà, il y avait même la cocaïne, tout ça, c'était quelque chose qui n'était pas aussi cadré, interdit, on va dire, qu'aujourd'hui. Et il a eu le défaut, on va dire, à un moment donné, de vouloir expérimenter rituels, sexe, cocaïne. Mais, je veux dire, n'importe qui peut partir en vrille. Ça n'enlève rien à ce qu'il a fait avant. Puisque c'est marché. Parce que c'est un fruit ou alors une crotte de chat, je ne sais pas. Je ne sais pas. On en saura bientôt la suite, grâce à l'odeur qui remonte. Mais j'ai marché sur quelque chose. Ça. À propos de choses qui sentent comme Aleister Crowley, donc, ça me fait penser qu'il y avait pas mal d'écrits de mages, sorciers, etc., qui sont toujours à la mode, et que souvent, ils finissent mal. À qui ? Donne-moi des noms. Alors, Diane et Jacques Coutelas, par exemple. Ouais, non, mais bon, là, tu prends des extrêmes. Ça s'est mal terminé. Oui, non, mais en même temps, ils avaient mal commencé dès le départ, quoi. Donc, voilà. Après, à faire sa propre croyance, sa propre religion, ses propres expériences. Est-ce que c'est pas mieux d'être cadré avec un imam ou avec un pape si tu veux, ils étaient un peu névrosés dès le départ. C'est toujours le problème et c'est toujours pourquoi j'insiste dans la méthodologie de recherche. Tu vois, par exemple, pour mon dernier ouvrage là, qui n'est pas fini, qui est en cours d'écriture, j'ai mis tout un chapitre en fait pour expliquer la méthodologie de recherche que j'utilise pour rester justement dans un cadre, si tu veux, de recherche, d'accord, et pas en sortir, avec le système des sources de l'expérimentation et tout ça. Et quand tu restes dans un cadre comme ça assez strict, tu vas éviter justement de rentrer encore une fois dans des systèmes de croyances qui seront basés sur du vent, ce que les Coutelas ont fait. Oui. Eh oui. C'est pas des bons exemples pour moi. Prends plutôt des exemples comme Paracels, comme Agrippa, comme Tritem. Oui, ça c'est vieux. Dans vieux, les récents, c'était des magiciens. Dans les récents, il y a beaucoup de gens qui se disent magiciens, mais il y en a très peu qui le sont. Oui, et ça se termine souvent très mal. Parce qu'il y en a très peu qui le sont. Quand ça ne devient pas des sectes. Et quand ça ne devient pas des sectes. D'où l'importance, encore une fois, de chercher et d'avoir une méthodologie stricte, on va dire. Oui. L'avantage en te suivant dans ce livre que je ne me lasse pas de feuilleter, et il y a tous les conseils possibles de retenue, d'attention, pour ne pas partir en vrille, c'est déjà pas mal.
Néanmoins, à la fermeture du livre, et encore une fois, je n'ai pas testé la formulation et la maîtrise ou la création d'un égrégore, mais avec tout ce savoir que tu donnes sur l'invisible, me suis un petit peu fait peur en me disant il y en a autant que ça, des méchantes créatures qui veulent notre perte. Ils avaient raison, les curés de mon enfance, de dire ne rentrez pas dans ce domaine-là parce que oulala, diablerie, diablerie. Quand on te lit, on s'aperçoit que si on ne connaît pas les codes, si on ne sait pas comment ça fonctionne, on se fait vite avoir, pomper son énergie, perdre sa vie éventuellement parce qu'ils veulent nous faire du mal, pour faire court. Parce que c'est dans leur nature. C'est dans leur nature. Et t'en as aussi qui veulent nous faire du bien. Cherche dans l'introduction, pendant que je parle longtemps, les différents modes d'égrégore, les méchants affreux. Et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être arrêter l'élévation. Voilà, je parle de l'invisible. Finalement, j'en ai pas vraiment côtoyé beaucoup. Je ne sais pas ce que je peux avoir comme expérience vraiment forte en étant honnête, en me disant que je ne me mens pas à moi-même, que je ne me crée pas mes propres délires. Hein. À force de vouloir, on peut se faire apparaître ou entendre des choses. Et si c'est si dangereux que ça, ce monde invisible, il faut peut-être arrêter de plus en parler et puis aller à la messe tous les jours plutôt que tous les dimanches. Ah ben d'accord. Comme quoi ton livre est salutaire. Et puis après, non, je me dis oui, il a raison Vincent Lauvergne grâce à son savoir de nous mettre en garde sur pas mal de choses, mais finalement c'est une dimension comme une autre et pourquoi je ne me baignerais pas dans la mer, même si on me dit qu'il y a des requins ou des raimentas qui vont me piquer. Exactement. Ça existe dans la mer, d'accord, mais je prends plaisir d'être dans cet élément et d'être dedans, en sachant qu'il peut y avoir des risques, mais il y a tellement de bonheur. Donc je continue l'élévation en me disant que voilà. Tu traverses la rue, tu as les risques de te faire écraser par des chauffards ou des... Voilà. Donc, car ne panique, il y a des dangers partout. Et il ne faut pas croire que dans l'au-delà, ça soit différent. Exactement. Et il y a des créatures plus ou moins dangereuses, comme dans la mer ou ailleurs. Des humains plus ou moins dangereux. Et j'en déduis toujours avec mon analogie, parce que tu as fait le dictionnaire analogique, mon analogie de la mer, de l'élément eau, j'en déduis que si on a peur de se faire mordre, de se faire bouffer par un requin, de se faire piquer par une raimanta ou je ne sais quoi, on a juste à ne pas craindre l'eau pour autant et on peut profiter du bonheur de se baigner en allant dans les piscines. On risque rien. Pour moi, les piscines, c'est les temples, les églises. Bon. Tac, ça je les place. C'est beau quand même, c'est beau. Ouais, mais tu vas te couper du merveilleux aussi qu'on va trouver. Bien sûr, le hors-piste, c'est toujours un bonheur aussi, mais c'est plus dangereux. Alors, vas-y. Donc tu as les élémentaires, les larves, les lémures, les vampires, ou les vampires, c'est ce qui vont absorber ton énergie tout simplement. Les incubes, les succubes qui vont davantage s'attacher à l'énergie maximale. Ça y est, j'ai mal à parler. Masculine. Sexuelle. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe pour le sexe? Ah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sexe. Je me doutais bien que ça allait t'intéresser, effectivement. J'ai pas vu un seul égrégore sexuel dans votre affaire. C'est vrai, mais ça n'empêche pas d'en faire avec les techniques qui sont expliquées. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les incubes, par exemple, alors que je te dise pas de bêtises parce que je les confonds toujours, que les incubes, c'est ceux qui vont être sur les hommes et les succubes sur les femmes. Et donc, quand on a des désirs sexuels, ils nous pompent. Ouais, en fait, voilà. Si tu veux, le sexe est une énergie. Hein, d'ailleurs, c'est tout un cheminement. Tu vas retrouver ça notamment en Inde dans le tantrisme. C'est le travail en fait de cette énergie sexuelle. Et donc, les incubes, les succubes se nourrissent de cette énergie sexuelle. Donc, tu vas avoir des rêves un petit peu ou fortement érotiques, si tu veux. Ça va jusqu'à la jouissance. Ouais. Parce que c'est cette énergie-là de jouissance. Exactement. Et ça va jusqu'à la masturbation. Excusez-moi, on va mettre à moins de 18, mais c'est pour ça qu'on interdit c'est pour ça qu'on interdit la masturbation dans certaines religions. Je connais pas les religions, je vois pas de quoi tu parles. Non, mais c'est pour ça que ce serait dangereux. On pourrait. C'est pas tant. Non, c'est pas. Je pense pas. Attendez, je pose la question. Mettez le moins de 18. Vincent Lauvergne, est-ce que le fait de se masturber attire des succubes ou des incubes? Non. C'est pas dans ce sens-là.
Non, je pense qu'ils l'ont surtout interdit parce que ça faisait de la corne dans les mains des moines et pour écrire, pour illuminer les livres, c'était moins pratique, quoi. Mais... Non, mais sérieux, est-ce que le fait de quand on essaie de se faire plaisir tout seul, on projette, on fait marcher son inconscient, on visualise des choses belles et intéressantes. Si tu veux, l'action de l'incube et du succube, il se manifeste davantage dans les rêves, si tu veux. Donc c'est pas tant... ouais. Mais bon, tu vas te réveiller et tu auras l'impression d'avoir couché avec quelqu'un, quoi. Ah oui. Mm-hmm. Et si c'est récurrent, il y a de quoi s'inquiéter. C'est ça. Enfin, sauf s'il y a quelqu'un à côté de vous, bien sûr, c'est normal dans ces cas-là. C'est ça. Ma femme va être contente pour ce passage, ça va être parfait. Alors, voilà les nombreuses créatures. Il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres choses, mais qui on zonent. dans les détails. Il y a plein de choses qui zonent. Qui sont dans cette mer invisible. Il faut se dire que c'est une copie, l'astral, c'est un peu une copie énergétique de notre monde. Donc forcément, on a énormément de créatures autour de nous. Il y a énormément de créatures dans l'astral. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, c'est comme ça, quoi. Comme les animaux qu'on a sur notre planète, des gentils, des beaux, des méchants, des laids qui sont gentils, des beaux qui sont dangereux, voilà. Exactement. Voilà. Bon, vous êtes beau, je ne sais pas si vous êtes dangereux, mais enfin, vous n'avez pas changé. Non, merci, c'est vrai. Hein. Merci, c'est là où on reconnaît la sagesse. Peut-être méchant, finalement, il est méchant. Il y a ce côté méchant. Il y a un côté méchant. C'est caché, mais au bout d'une d'une heure, ça ressort. C'est ça. Merci de m'avoir reçu entre deux. Avec plaisir. Bon, je suis en retard maintenant. Je suis bien content. Voilà une bonne morale. Je donne c'est quand tu veux. De nouveau en présentation les 2 livres. Je vous conseille vraiment, je vous conseille La magie des égrégores. Il a eu du succès, il a eu beaucoup de succès. C'est un très beau travail. Et il vient d'être, il a été traduit en italien, il sort en Italie cette année. Je vous le conseille pas trop en italien, non. mais... non, parce que moi non plus, j'y comprends rien. Et je vous conseille aussi, chez Alliance Magique, l'astrologie magique de Vincent Lauvergne. Merci Vincent Lauvergne. Avec plaisir. Bénédiction. Aïe. Je brûle.